Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot indépendante et ceci est un podcast où je vous présente principalement mes créations en art du fil. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Que si vous êtes concerné par quelconque rentrée, ça se passe le mieux possible. Ici, j'ai quelques petites choses à vous présenter aujourd'hui qui, je l'espère, vous plairont. J'ai une sortie de modèle, un modèle à vous présenter qui revient de loin. Un nouvel en cours personnel que vous n'avez jamais vu. Et qu'est-ce que je dois faire? Oui, je voulais aussi vous parler d'un magazine de tricot dans lequel j'ai la chance d'avoir publié un modèle. Et je finirai par quelques petites annonces de services administratifs, disons. Voilà, pour tout ce qui est prévu pour cet épisode. Je vais commencer tout de suite. Vous pouvez trouver le temps de toutes les sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver une section en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les laines et les patrons que j'utilise. J'insiste que tout est dessus. J'ai souvent des commentaires qui me demandent un truc qui est noté, donc voilà, si vous cherchez une information, elle est écrite, je vous promets. Et ou alors c'est qu'elle n'existe pas, tout simplement. Et les liens aussi vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons sur Ravelry, Payhip et Lovecraft, ainsi que ma page Patreon, etc. etc. Nous vivons dans un monde avec 15 milliards de liens associés à notre nom, c'est fabuleux. Je vais commencer avec un modèle à vous présenter et je suis à la fois un peu surexcitée de finalement vous le montrer en entier et finalement l'avoir mis en ligne, et en même temps je sais pas trop ce que ça va donner. Donc il s'agit d'un châle, il s'agit du châle Eidola, qui revient de loin comme je vous le dis, donc je vais essayer de me reculer pour vous le montrer dans toute son énormité. Hop, les acrobaties, tout ça. Voilà, donc pourquoi il revient de loin? Parce que c'est un châle que j'ai tricoté en début d'année, en janvier-février. Donc je vous l'avais montré sur le podcast à ce moment-là. Et donc je l'avais fini en février, mais le temps de faire un test, etc., forcément, c'était pas très printanier, vous serez d'accord. Et donc j'ai laissé une très longue période de test, donc pendant plusieurs mois, un petit groupe de testeurs ont fait leur version du châle Eidola dans des palettes de couleurs hyper chouettes. Et donc c'est après 5-6 mois que je vous le présente enfin et qu'il est disponible en ligne sur mes boutiques Ravelry et Payhip. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un grand châle, vraiment un grand châle doudou en triangle asymétrique qui se tricote en laine très épaisse, en laine Aran. Moi j'ai utilisé une laine norvégienne, la Hillesvag, la Vardé. Donc Hillesvag, c'est une filature, une très vieille filature en Norvège qui font de très beaux fils à base de laine norvégienne, de laine rustique. Ils ont différents mélanges, mais globalement ce sont des laines qui sont poilues, qui sont pas piquantes. On est plus, voilà, on est plus dans le registre des fils type Shetland, etc. par rapport aux fils type islandaise. Voilà, c'est un peu plus la gamme de fils qui est quand même moelleux, très chaud, mais qui est quand même non superwash et un petit peu poilu. Et donc, c'est une marque que vous retrouvez sur la boutique Laine des Îles, qui est une boutique en France de laine qui a pas mal de marques comme ça, scandinaves, britanniques également, et de laine généralement non superwash, généralement de fibres de mouton spécifiques. Et elle a notamment, donc Jasmine qui est Yasmine qui est la propriétaire de la boutique, a notamment la marque Hillesvag. Et la qualité que j'ai utilisée, c'est la Vardé, donc c'est la version Aran,
qui a 100 mètres, combien qui a 200 mètres au 100 grammes, mais qui a une capacité de gonflage assez importante, ou 150 mètres, je ne sais plus. Bref, c'est une laine épaisse, mais souvent les laines superwash ont un métrage un peu curieux. Donc tel quel avec un fil si épais, ça fait un châle qui est très large, qui est vraiment un châle plutôt couverture plutôt d'extérieur, un châle qui remplace presque un manteau. Et donc il se commence ici par la pointe, et donc ce châle je l'ai créé de manière un petit peu intuitive, c'est-à-dire que je choisissais une texture dont j'avais envie, je la tricotais jusqu'à ce que j'en ai assez, et je partais à la recherche de la section suivante en essayant que le tout soit harmonieux, mais je n'avais pas d'idée prédéfinie au départ, je n'avais pas de plan, donc il s'est créé de manière un petit peu plus comme ça naturelle, un petit peu plus au fur et à mesure. Et voilà, je voulais vraiment que ce soit un châle avec des différentes textures qui changent à chaque fois, où on s'ennuie jamais, et on s'amuse un petit peu à découvrir de nouvelles techniques. Donc on commence avec cette pointe-ci dans un motif texturé tout simplement, ce sont des petits carrés de maille envers et maille endroit. Donc le châle augmente d'un côté constamment, et de l'autre vous avez une finition en I-cord et point mousse. La deuxième section la deuxième section, c'est dur à dire, deuxième section du châle, c'est un motif qui utilise une maille brioche, donc c'est pas de la brioche, donc la brioche, si vous ne savez pas, en fait ça utilise un point qui en anglais s'appelle tuck stitch, donc en fait c'est une maille glissée qui vient du rang en dessous, et ce qu'on appelle traditionnellement la brioche, c'est une façon d'utiliser ce type de maille là sur tout le tissu. Ici en fait vous avez, c'est un jeu de 2 couleurs, et le principe c'est de faire comme une maille brioche, c'est-à-dire que vous faites une maille glissée et vous rajoutez un jeté, mais vous faites ça sur plusieurs rangs. Voilà. Et ensuite le reste, en fait vous avez comme des côtes. Et en alternant les couleurs, on arrive à ce petit quadrillage. Voilà. Ensuite vous avez une section de dentelle. Voilà, qui est une dentelle toute bête, hein, avec des jetés qui fait des petits triangles. Ensuite, vous avez, ça fait un peu, je liste, je fais la liste. Vous avez une petite section de côte texturée, il y a une maille torse, il y a une maille envers, endroit en plein milieu, voilà, ce sont des petites côtes texturées qui sont très chouettes, très simples. Et vous avez cette section-ci, enfin, qui est ma section préférée, je pense, une de mes sections préférées, qui reprend un peu la même idée que ce principe-ci, c'est-à-dire que là, vous avez ce que vous voyez ici, en fait, ici, là. Cette maille brioche avec plein de brins au-dessus, mais cette fois-ci tricotée en rayure avec 3 couleurs, avec un jeu aussi de maille envers, ce qui fait que vous avez un petit effet tweed. J'aime beaucoup ce point. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Vous avez une section de côte brisée. Ensuite, on va y arriver. On va arriver à la fin. Vous avez une petite section tricolore de points de riz en fait, où vous glissez les mailles et du coup vous avez ça vous fait des petites boules comme ça, 2-3 couleurs différentes. C'est une petite rayure fine. Ensuite, vous avez une section de jersey avec des noppes qui sont créées en glissant les mailles. Et l'avant-dernière section du châle, en fait c'est 2 parties ici, c'est une seule partie, c'est juste que vous changez de couleur au milieu, mais c'est le même point. C'est un point qui consiste à faire des mailles glissées en laissant le fil sur l'avant du tricot et ensuite à le rattraper, vous voyez ici. Hop, vous avez un petit peu de point mousse ici. Donc c'est un point qui est assez simple à faire, qui est assez classique, mais qui rend vraiment bien, je trouve. Et enfin, en bordure, petit rappel de la dentelle, et on finit par un rabat en I-cord
qui vient en fait du côté ici, hop, on le continue en finissant le rabat. Voilà, beaucoup de choses, donc beaucoup de choses, et dans l'ensemble, voilà un peu ce que ça donne. Donc, comme je vous le dis, moi il est grand parce que voilà, j'ai utilisé une grosse laine, mais c'est un châle qui se fera facilement si vous préférez qu'il soit plus petit en déca. Voilà, il ne faut pas hésiter à jouer un petit peu avec les différents. Voilà, si je le porte façon chèche, ça donne ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment fin fond de l'hiver, tout ça. Donc, il faut pas hésiter à jouer. Vous avez besoin en fait de 3 couleurs minimum pour cette section-ci. Voilà. Moi, j'en ai utilisé 4, donc ce bordeaux, le rouille, ce vert et un marron grisé. Voilà, n'hésitez pas à regarder les versions de mes testeurs parce qu'il y en a qui ont fait des combinaisons de couleurs hyper différentes. Vous avez des gens qui sont partis sur un camailleux d'une même nuance, vous avez d'autres gens qui sont partis sur des contrastes plutôt doux, plutôt neutres, ou au contraire des choses un petit peu plus péchues. Vous avez des choses très automnales comme ceci, des versions un petit peu plus printanières. Et c'est un châle qui va se prêter pas mal à utiliser aussi des restes, puisque vous pouvez changer de couleur à chaque section et le faire de manière assez intuitive. Vous avez dans le patron un petit schéma avec le découpage des sections et les couleurs utilisées pour chaque section. Donc j'ai noté les 4 couleurs que moi j'ai utilisées, mais si vous voulez vous-même vous noter quelle couleur utiliser dans quelle section, vous pouvez le faire sur ce schéma-là. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaît. C'est un modèle qui est un petit peu particulier, comme je vous dis, c'est un peu ce qui a lancé mon envie vraiment de designer des châles un peu multi-textures, multicouleurs, de prendre un tas de couleurs et de me laisser porter un petit peu par différents points. Donc c'est un châle qui s'est designé de manière particulière puisque je commençais une section et je devais la refaire 3-4 fois avant de trouver la bonne façon, le bon point et ensuite la bonne façon d'incorporer ce point. Mais voilà, j'espère qu'il vous plaît. Il n'est pas difficile. Je sais que c'est difficile, c'est compliqué à avaler, mais vous avez dans le patron des instructions en diagramme et des instructions écrites complètes aussi. Voilà, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les grilles, vous avez les instructions écrites. Vous avez des tutoriels vidéo pour les points particuliers. Donc les petits points de la brioche spéciale ici, c'est pas une brioche spéciale, mais c'est juste que je suis obligée de l'appeler brioche puisque c'est un peu le nom qu'on a, mais c'est pas de la brioche classique. Donc j'ai fait une petite vidéo qui vous montre le principe. Vous avez également la vidéo tutoriel pour les notes. Et en fait, chaque section, chaque motif a des répétitions qui sont très courtes. C'est 4, 5, 6 mailles, c'est vraiment très très court, à la fois en mailles et en rang. Et donc en fait, vous comprenez très très vite ce que vous devez faire, c'est très facile à mémoriser. Et en plus, ce sont des points qui visuellement sont très parlants. C'est-à-dire que là, vous voyez bien la ligne qui est formée, vous la voyez assez rapidement, après 1 ou 2 répétitions, vous voyez la ligne qui est formée. Donc en fait, vous avez un petit laps de temps au début où vous faites vos premières répétitions et après ça devient complètement intuitif et ça peut être une manière assez chouette de tester différents motifs et d'apprendre différentes choses parce que voilà, les techniques ne sont pas compliquées et c'est juste des agencements de points simples. Et vous avez toutes les explications nécessaires. J'ai eu des testeurs qui étaient assez débutants, qui n'avaient jamais fait de brioche, qui n'avaient jamais fait vraiment de motifs en maille glissée, ce genre de choses. Et ils s'en sont très bien sortis. Donc vraiment c'est abordable le temps que vous lisez bien les instructions et que vous prenez le temps au début de chaque section. Voilà, de faire 1 ou 2 répétitions en suivant le patron, soit en grille, soit en instruction écrite. Et après, vous êtes lancé et ça devient très intuitif. Je
Je voulais dire autre chose, j'ai oublié. J'ai oublié. Donc voilà, comme je vous le dis, moi je l'ai fait en laine très épaisse. Vous pouvez utiliser de la DK, ça vous fera un châle avec une taille un petit peu plus raisonnable. Mais voilà pour le châle Eidola. Petite collection de textures, petit projet automnal si vous avez envie de vous essayer. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le motif le plus long, c'est la dentelle, et de loin. Et comme vous le voyez, bah, la dentelle, c'est aussi une dentelle toute simple qui fait des jetés très visibles. Voilà, et c'est le motif le plus large et haut de tout le châle. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Au niveau du nom de chaque coloris, donc c'est marqué en description parce que ils ont des numéros et donc du coup je ne sais pas exactement. Mais j'ai vu que Lane-Daisy avait pas mal de coloris en stock en ce moment de cette qualité. Mais comme je vous le dis, c'est un châle qui va bien fonctionner avec même différents poids de fil également et différents types de laine. La Nutiden, par exemple, fonctionne bien. J'ai vu une version, il y a une version en Dereo Natura, mais je ne sais plus si c'est la Ulysse ou si c'est la Gilliatt. Mais voilà, donc Eidola qui est disponible maintenant. Et sur Ravelry, vous avez moins 15% pour la sortie jusqu'à dimanche avec le code Eidola. Si jamais il vous plaît et que vous avez envie de le prendre à un petit prix réduit. Et voilà. Voilà. J'ai envie de designer que ça. Très clairement, c'est très amusant à tricoter, vraiment on s'ennuie pas, ça va beaucoup plus vite. En plus là avec la laine très très épaisse, ça file vraiment et on a... Je trouve que c'est chouette d'avoir des accessoires un petit peu plus travaillés, comme ça si vous avez une tenue relativement sobre, mais d'avoir un petit jeu. Comme je vous le dis, en le faisant, vous verrez dans les versions test, il y a des versions qui sont soit toutes roses, soit toutes grises, et c'est hyper chouette parce qu'en fait vous avez l'intérêt de texture, mais ça reste hyper facile à porter parce que vous avez une seule couleur. Après vous pouvez aussi avoir envie d'être l'incarnation Miss Automne 2021 comme moi, et il me plaît beaucoup trop ce châle. J'ai énormément eu de plaisir à le créer et à le tricoter, et donc j'espère vraiment que ce sera votre cas aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions parce que je sais que c'est un peu compliqué. Voilà, je vous ai listé toutes les sections. J'ai peut-être oublié des choses, mais je ne pense pas. Mais vous avez de toute façon les pages du patron sur Ravelry et Périp où vous avez toutes les informations si vous voulez y jeter un œil. Voilà, je vais continuer en parlant d'un encours personnel que j'ai monté dans le cadre d'un mini-cal avec mon amie Annelise. Il s'agit du patron Cercis de... je sais pas si on est censé dire Cercis, hein, de Maria Milk Design. Donc c'est un pull qu'elle a sorti il y a un petit moment maintenant, je ne sais plus, que j'avais énormément aimé, que j'avais tout de suite envie de me faire. C'est un pull avec, vous avez en fait un motif de dentelle sur les manches et qui est poursuivi d'une façon assez intéressante sur les côtés du corps aussi. Et donc j'ai commencé ma version. Donc c'est hyper sympa à tricoter, on ne s'ennuie pas. Donc je suis quand même pas mal avancée, j'ai quasi fini le raglan en fait, enfin il me manque une quatorzaine, 14 rangs je pense du raglan. Mais voilà, donc on monte le col qu'on fait en côte 1-1, ensuite on va commencer le raglan, faire des rangs raccourcis et commencer à incorporer la dentelle en même temps en suivant la grille. Donc c'est une dentelle, c'est un projet qui va être irregardable. En plus la couleur ressort pas du tout correctement, on en parlera dans un moment.
Mais voilà, donc c'est une dentelle qui fait un peu comme un motif de feuille triangulaire. Voilà. Donc c'est hyper chouette à tricoter, là je suis sur le raglan. C'est pas compliqué, hein, c'est... parce que je vous dis, voilà, il y a le raglan, les rangs raccourcis au début, et la dentelle à suivre en même temps. Mais c'est... ouais. Je me faisais... en tricotant ça, je me faisais la réflexion... C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je trouve assez intéressant. Ça m'intéresse beaucoup, je trouve ça assez intéressant, faut que j'arrête de me répéter. Comment c'est difficile, et je le dis régulièrement, de jauger de la difficulté d'un projet, parce que je pense pas qu'il y ait de choses qui soient difficiles en tricot, vraiment en termes de manipulation. Voilà, il y a certaines choses, par exemple, gérer une tension ou comprendre... par où passer l'aiguille, mais une fois que ça reste quand même des bases, et donc si vous savez tricoter de base, vous n'aurez pas de difficulté vraiment à faire d'autres techniques. En fait, ce qui est plus parlant, c'est peut-être le degré d'attention qu'un modèle demande. Mais le problème, c'est que jauger à quel point il faut être attentif, c'est hyper personnel, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à dire quand un modèle est compliqué ou pas, parce que en fait, à quel point vous allez avoir besoin d'être attentif au modèle, c'est hyper personnel, ça dépend complètement de votre façon à vous de mémoriser les choses. Déjà ça dépend de de votre environnement aussi, hein. C'est sûr que si vous n'avez pas la possibilité juste de vous concentrer 2 minutes parce que vous avez des enfants, un environnement, etc., vous pouvez pas être toute seule enfermée, fermer la porte avec un casque anti-bruit et laissez-moi tranquille. Si vous pouvez pas faire ça, c'est plus compliqué. Et il y a aussi le fait de comment est-ce que vous mémorisez personnellement les choses. Et je sais pas, je réfléchissais à ça et je trouvais que c'était assez intéressant parce que je me suis rendu compte que il y a certaines, en discutant avec des testeurs, que il y avait vraiment 2 grosses façons de mémoriser un point. D'un côté, il y a des gens qui enregistrent la séquence de points. Par exemple, ils vont se dire 7 mailles endroit, diminution jetée, 7 mailles endroit, diminution jetée, et ils vont se dire ça dans leur tête. Si c'est du jacquard, 3 bleus, 1 blanc, 2 bleus, etc., etc. Moi, je fais pas ça du tout. Moi, je regarde vraiment mon tricot et la grille et je copie le dessin, en fait. C'est peut-être plus parlant sur du jacquard, mais par exemple, si je vois que sur la grille, il y a un dessin qui fait un T, voilà, par exemple, je vais regarder mon tricot, et quand j'arrive à la barre qui est comme ça, je vais dire, ok, je vais faire mon T. Et je compte pas du tout les cases sur ma grille. Et c'est aussi pour ça que... pour moi, je suis très dépendante de l'endroit du tricot. Enfin, ça va, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de tricoter en aller-retour, même du jacquard, c'est pas du tout difficile. C'est juste que c'est peut-être moins intuitif, en fait, et que justement, ça va me demander plus d'attention, parce que si je n'ai pas devant moi l'endroit du tricot et la grille, et que je peux pas d'un seul coup d'œil, juste très rapidement, sans regarder spécifiquement le rang où je suis, ou le nombre de mailles que je dois faire, voir quel dessin je dois faire, ça va me demander une étape supplémentaire. Alors que quand je suis sur l'endroit et que la grille représente bien l'endroit du tricot, comme ça doit être le cas, j'ai pas besoin de regarder la grille vraiment, juste je regarde le dessin que ça fait. Et par exemple là avec la dentelle, c'est hyper intuitif pour moi à tricoter parce que je vois que sur la grille, ça fait une pointe comme ça. Donc en fait, j'ai même pas besoin de regarder le dessin, je regarde juste au début quel genre d'augmentation je dois faire pour le raglan, mais après le dessin, j'ai pas besoin de compter les mailles. Voilà, je pensais que tout le monde faisait comme ça, mais je me rends compte que non, puisque notamment avec les tests pour mes propres modèles,
je vois que certains ont un peu de mal avec les grilles en aller-retour parce que ils ont appris avec par exemple les modèles fil d'art qui ne font pas leur grille correctement. Alors moi je suis très je suis vraiment l'apôtre du il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bonne et mauvaise façon de faire. Par contre, ne pas faire les grilles en aller-retour en montrant l'endroit du tricot, ça c'est une erreur. c'est pas bien. Bon, je suppose que ça fonctionne dans une certaine mesure, mais en fait ça vous conditionne à mémoriser de l'autre façon, en fait, à mémoriser le point. Parce que si votre grille... J'ai essayé d'être un peu plus claire. Quand vous regardez une grille de tricot, elle doit montrer l'endroit du tricot. Il faut qu'elle montre l'endroit du tricot, c'est comme ça. Donc si elle est en aller-retour, ça veut dire que sur l'envers, les symboles sont inversés. Pourquoi? Et j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, il me semble il y a 1 an, sur lire les diagrammes justement où je parle de ça, parce que si vous inversez pas les symboles, après quand vous regardez votre grille, ça ne montre pas le bon motif. Vous allez avoir des lignes comme ça, qui ressemblent visuellement à du point mousse, mais en fait c'est du jersey. Vous allez avoir des petits points comme ça en quadrillage, ça ressemble à du point de riz, mais en fait c'est des côtes. Voilà, et donc ça, je trouve que c'est une erreur parce que ça vous oblige justement à vraiment regarder case par case, à être hyper dépendant des instructions et pas à comprendre le motif et à lire votre tricot. Et lire votre tricot, c'est vraiment ce qui permet d'être un petit peu plus indépendant après et de savoir un petit peu plus se détacher des instructions et voilà, ça facilite vraiment l'intuition et ça vous permet justement d'être moins attentif en fait et d'être un petit peu plus libre et de pas avoir une charge mentale aussi intense quand vous suivez un motif. Voilà. Donc tout ça pour dire que là du coup ça va parce que le motif est très simple puisque ça fait comme ça sur le diagramme et du coup même s'il faut gérer 3 choses techniquement en fait ça se fait très facilement. Voilà. Donc j'ai presque fini le raglan. Le modèle est prévu pour soit des manches courtes, soit des manches au coude, soit des manches longues. J'ai pas envie, donc je pense que moi j'ai envie qu'elle s'arrête là, qu'elle soit 3/4. Et j'avais regardé dans le patron et normalement ça colle bien avec les répétitions de dentelle. Enfin, je peux m'arrêter à mi-chemin ici normalement, donc je vais essayer de faire ça. Le fil que j'utilise, ça ressort pas du tout. C'est de la BFL de Les Petites Potions de Déborah. Donc c'est un pur BFL fingering et c'est le coloris Until qui est vert, qui n'est pas bleu. Enfin c'est vraiment le vert teal en fait, un espèce de pétrole foncé, mais c'est plus vert que ça. C'est plus proche de ma chemise, ça ressort vraiment bleu à la caméra, ça va être un cauchemar à prendre en photo, mais c'est très 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 beau. J'aime beaucoup beaucoup ce coloris, je suis absolument fan. Il me plaît énormément. Voilà. Voilà, pour ce petit en cours, je pense que je vous ai tout dit avec mon délire sur les grilles qui doivent représenter l'endroit du tricot, pitié. Et voilà, bref. N'hésitez pas à me dire, vous, comment est-ce que vous apprenez les motifs? Est-ce que vous regardez case par case et est-ce que vous regardez vraiment un rang et vous apprenez le truc sur ce rang, ou est-ce que juste vous regardez le dessin global? Alors ça a ses défauts de regarder le dessin global parce que des fois c'est pas hyper visuel s'il y a des augmentations, des diminutions à des endroits particuliers. Et quand on est en aller-retour, du coup, quand on est sur l'envers, on peut pas vraiment... si on doit faire le motif sur l'envers, on peut pas vraiment dépendre de l'endroit. Enfin, si, mais de manière un peu moins intuitive. Voilà. Je suis curieuse. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de voir
la façon dont les gens apprennent et les gens mémorisent. C'est hyper important pour moi de comprendre ça parce que ça me permet de mieux répondre aux questions, parce que des fois, quand vous comprenez pas quelque chose et que vous m'envoyez une question sur un patron et que vous me dites juste je comprends pas, moi je comprends pas ce que vous comprenez pas, et le fait de discuter avec plein de gens de leur manière de comprendre le tricot, de tout ça, de la façon dont ils mémorisent les choses, ça me permet d'avoir un panel plus élargi de possibilités et de un peu mieux comprendre ce qui peut poser problème en comprenant un petit peu plus différentes façons de faire, plutôt que de rester dans ma façon de faire bornée comme ça. Voilà. Je vais passer à... Oui, j'ai 3 petites choses. J'aurai 3 petites choses à la fin, mais d'abord je voulais vous parler du magazine Making Stories, qui est le numéro 6 de Making Stories. Donc si vous connaissez pas, c'est un magazine anglophone créé par une Allemande et une Canadienne. Enfin là en l'occurrence c'est géré par une Allemande et une Canadienne. Je suis très contente puisque dans le numéro 6 qui sort là début septembre, c'est le numéro d'automne 2021, j'ai la chance d'avoir un petit modèle publié qui sont les chaussettes vitrail. Et donc hop, ce sont des chaussettes avec un motif texturé. Je sais pas si on n'y voit rien. Voilà. Vous reconnaîtrez un des motifs qui est sur le gilet Nynaeve que je vous avais présenté dans le dernier podcast, qui est agrandi et mis en miroir sur le dessus de la chaussette. Donc ce sont des chaussettes un petit peu plus... Mes chiens, ils veulent rentrer. Ça a fait un peu film... Vous savez les films de zombies où je supporte, j'en ai marre des zombies. Oh, vraiment, je peux plus. Tout ce que... C'est ça et les vampires. J'en peux plus. J'en ai marre de voir toujours la même chose. Bref, les films de zombies où les gens sont enfermés dans un endroit et les zombies tapent à la fin, ça pousse à la porte et ils essaient de rentrer et tout ça. Bah là, c'est mes chiens, concrètement. C'est ça qui se passe là. Bref, les chaussettes vitrail. Donc, ce sont des chaussettes qui se portent avec un petit peu, soit pas d'aisance du tout, soit un petit peu d'aisance positive. Ce sont plus des chaussettes confortables qui sont tricotées des côtes vers la pointe en laine Wool & Twine, donc qui est une teinturière hollandaise si je ne me trompe pas, ou danoise, je sais plus. Ah, compliqué. Dans sa base Corridel, donc 100% laine Corridel. Parce que Making Stories aime beaucoup les laines naturelles et généralement ils ont des partenaires principalement européens, puisque du coup voilà c'est un magazine anglophone mais européen. Et voilà, donc ça c'est les chaussettes vitrail, donc c'est mon modèle pour ce magazine. Si jamais vous ne comprenez pas l'anglais ou que vous n'achetez pas le magazine, elles seront disponibles individuellement dans quelques mois et bien sûr je les traduirai en français à ce moment-là quand je récupérerai les droits. Mais je voulais vous montrer un petit peu le reste du magazine parce que je l'adore. Je pense que c'est, de tous les magazines de tricot que j'ai eu, c'est vraiment celui où indéniablement tout me plaît et la sélection est un peu parfaite pour moi. Du jacquard, des jeux de couleurs, des jeux de texture, c'est vraiment, j'aime tout. J'aime beaucoup le modèle de présentation qui est un pull en jacquard avec des noppes, qui est très sympa. Enfin, c'est le modèle de couverture. J'aime beaucoup, attendez, parce que j'ai essayé de garder le meilleur pour la fin, mon préféré pour la fin. Il y a un petit top aussi à manches courtes avec un panneau de dentelle qui est très sympa devant. Voilà, ça me bien. J'aime bien. Alors voilà, ça c'est mon préféré, je vais le garder pour la fin. Et j'aime énormément un châle de Fiona Alice, qui est une créatrice que j'aime beaucoup généralement. Et là, c'est un très joli châle texturé avec des petits pompons comme ça. Là. Je le trouve très mignon. Ça m'a l'air d'être un motif pas prise de tête, vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Alors, il y a 3 modèles de chaussettes dans Making Stories. C'est quelque chose que j'aime bien avec Making Stories, c'est que d'une part ils sont... Alors il y a un contenu éditorial qui est sympa, des réflexions sur le tricot, parfois il y a
de l'art, des dessins, etc., des poèmes, tout ça, mais ils sont quand même vachement concentrés sur les modèles. Il y a beaucoup de photos des modèles, plus que dans d'autres magazines, donc et il y a aussi beaucoup d'accessoires. Ils se concentrent pas mal sur avoir un bon équilibre, il n'y a pas que des vêtements. Donc si vous êtes quelqu'un qui tricotait pas de pull ou qui aimait bien tricoter des accessoires, dans les magazines Making Stories, généralement il y en a beaucoup. Et un des autres modèles de chaussettes, c'est ceci, qui est un mélange en fait de jacquard et torsade. Et je trouve ça trop chouette. Je les aime beaucoup. Voilà. Et mon modèle préféré, c'est une écharpe en jacquard. Je la trouve super. Je trouve ça génial. Voilà, c'est une grande écharpe, toute en jacquard, que je trouve très très belle. Alors c'est un projet, hein, mais je l'aime énormément. Après c'est un jacquard qui reste assez géométrique, donc c'est pas non plus insurmontable. Puis c'est en rond, c'est un tube. Voilà. Pour ce magazine que, comme je vous le dis, je l'aime vraiment beaucoup. Et si jamais vous vouliez un aperçu, il y en a d'autres, hein, des modèles, il y a d'autres chaussettes, il y a une autre écharpe, il y a d'autres pulls, et je les aime tous, mais là je voulais vous montrer quand même mes préférés. Et vu que il y en a beaucoup, je me dis ça suffit. Mais voilà, donc normalement il est disponible chez les revendeurs, directement sur le site de Making Stories aussi, qui expédie depuis l'Allemagne, donc il n'y a pas de problème de TVA, n'est-ce pas? Et voilà, mais si jamais vous n'êtes pas du tout anglophone, Making Stories, faut savoir qu'ils ont des droits qui sont courts, qui sont que de 4 mois, donc généralement quand vous voyez des modèles passer chez Making Stories, vous n'avez pas à attendre trop longtemps avant qu'ils soient publiés de manière individuelle. Après, chaque designer fait comme il ou elle veut, mais voilà, c'est généralement moins frustrant si vous ne parlez pas anglais. Voilà, pour tout ce que je voulais vous montrer de manière générale sur le tricot et tout ça. Trois petites annonces à vous faire. La première, c'est que je serai ce week-end, normalement si on y arrive, si on survit, à Grenoble à l'anniversaire de la boutique d'Anna, Lana et Tricot. Alors c'est assez drôle parce que donc Anna, la propriétaire de Lana et Tricot, fait chaque année un petit anniversaire pour sa boutique, un événement où elle invite différentes personnes. Et là, cette année, elle a invité Déborah, donc Les Petites Potions, qui est une teinturière qui habite pas très loin de chez moi et dont je parle souvent parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, etc. Et quand elle a annoncé que Déborah venait à la boutique, du coup sur Instagram, ça m'a beaucoup fait rire. Je ne sais pas qui tu es, je me souviens pas, mais tu m'as beaucoup fait rire. Il a dit « Ah, du coup, Audrey sera là aussi ». Pourquoi? J'avais pas décidé encore à ce moment-là, mais du coup, oui, puisque apparemment Déborah et moi sommes insécables. Du coup, oui, je serai à l'anniversaire de Lana et Tricot. Normalement, on arrive le vendredi dans l'après-midi. Ouais, tranquille, hein, parce que Déborah et moi, niveau trajet en voiture, on a un certain passif. Voilà, l'année dernière, on est rentré d'un festival, on a failli mourir. Bon, un peu dramatique, mais disons qu'il y avait un très gros orage et on voyait pas du tout la route, donc c'était horrible. Donc là, on va à Grenoble doucement, hein. Donc on arrivera vendredi dans l'après-midi et on sera là samedi une grande partie de la journée. Vous avez plein d'autres exposants, vous avez Natissé à Chanvre. Je sais pas. J'ai vu qu'il y avait Alice Hammer qui pourra, notamment pour parler et échanger autour de son livre French Tricot. Bon, j'arrête parce que sinon je vais citer des noms et je vais en oublier plein. Vous avez quelques ateliers à faire à la boutique. Peut-être qu'il reste des places, je ne sais pas. Mais voilà, si vous êtes dans la région de Grenoble et que vous avez prévu de passer, ce serait chouette de vous voir. Deuxième petite annonce. C'est au sujet de mon calme mystère 2021. Donc si vous ne savez pas, j'organise un calme mystère autour d'un modèle en jacquard, un col en jacquard. Donc un calme mystère, c'est un projet secret que vous n'avez jamais vu. Et une fois par semaine, je vais vous envoyer un indice, une partie du modèle que vous découvrirez au fur et à mesure. Donc c'est un col en jacquard avec un thème des éléments. Si vous voulez en savoir plus, vous avez les pages patrons sur Ravelry et Payhip avec toutes les informations. Et j'avais également fait une vidéo dédiée sur YouTube où je vous présente
le projet, je vous explique tout et je vous donne le maximum d'informations sur le style. Mais voilà, je voulais juste vous dire que on commence la semaine prochaine, donc le 10 septembre, c'est ça, c'est la semaine prochaine, hein. Oui, le 10 septembre, j'enverrai le premier indice, donc vous avez encore un petit peu de temps pour vous décider. Il est là. Hop, voilà, j'ai peur de vous montrer sans faire exprès. Voilà, donc le 10 septembre, j'enverrai le premier indice, et à partir de là, vous pouvez me demander, envoyez-moi un message sur Instagram, ou voilà, c'est plus pratique sur Instagram, mais bon, par mail aussi si vous voulez. Vous pouvez me demander de vous montrer une photo du premier indice. Comme ça, si jamais vous vouliez d'abord voir à quoi ça ressemble avant de vous décider à rejoindre le local ou à acheter le patron, je vous montrerai à ce moment-là, une fois que le premier indice sera envoyé. Et si vous voyez le premier indice, c'est très représentatif de tous les autres indices. Il y aura pas de, enfin, voilà, c'est très cohérent dans le style, donc ça devrait vous donner une bonne idée. Mais voilà, sinon si vous êtes pour le côté mystère, etc., on commence le 10 septembre, donc voilà, n'hésitez pas à regarder pour voir si ça vous intéresse, si vous aimez le jacquard. Troisième petite chose dont je voulais vous parler, il s'agit de Patreon. Puisque j'ai une page Patreon où vous pouvez soutenir mon travail et où vous avez accès en fait à 1 ou 2 patrons par mois. Vous connaissez en avance les patrons qui vont sortir tel mois et en fonction du niveau d'abonnement sur Patreon, vous avez un code pour avoir 1 ou 2 patrons gratuits sur ma boutique au choix. Et chaque mois, je mets aussi une vidéo spéciale, soit une discussion technique sur un thème en particulier, soit un vlog sur une création de modèle, etc. Et ce mois-ci, le thème, c'est les anses. Voilà, donc je parle un petit peu de qu'est-ce que c'est les anses, comment est-ce qu'on l'a choisi pour différents modèles, qu'est-ce que ça veut dire, et aussi en termes de technique de tricot, de type de point, quel lien ça peut avoir avec les anses, quel point on privilégie pour telle aisance, comment compenser éventuellement une caractéristique d'un certain point, etc. Donc c'est une discussion générale sur le thème de l'aisance. Le mois dernier, il me semble que j'avais oublié de vous en parler, mais le mois dernier, le thème c'était le drapé, donc qu'est-ce que le drapé, quel genre de fil privilégié pour le drapé, quel genre de point privilégié pour le drapé. De toute façon, quand vous rejoignez, si vous rejoignez, peut-être quand j'aurai réussi à vous lobotomiser et que vous aurez forcément rejoint ma page Patreon, horrible. Si vous rejoignez Patreon, vous avez de toute façon accès à toutes les vidéos qui ont été publiées depuis 2 ans. Voilà, donc vous avez beaucoup de différents thèmes et quand vous rejoignez la page Patreon, vous voyez en fait sur le dernier post vidéo, vous avez la liste avec les liens qui vous renvoient vers tous les sujets précédents. Donc voilà, vous pouvez aller et venir sur Patreon comme vous le voulez. Ça commence à 2 € pour un soutien général, 2 € par mois pour un soutien général, où vous avez aussi accès aux appels aux tests et à la présentation des patrons tous les mois, et autres petits cadeaux, notamment autour des fêtes, voilà, clin d'œil. À 5 € vous avez donc accès à un patron au choix sur ma boutique Ravelry ou Payhip, les patrons que je vends moi-même, donc la majorité de mes patrons, et à la vidéo en question, et à partir de 10 € par mois, vous avez accès en plus à un autre patron au choix. Et donc il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire que vous pouvez très facilement venir pour un mois si vous avez envie d'acheter un patron à ce moment-là, parce que ça vous revient moins cher techniquement, et qu'en passant vous voulez profiter et regarder un petit peu les dernières vidéos techniques, et vous pouvez repartir au bout d'un mois, etc. ou au bout de plusieurs si vous voulez rester. Et il faut pas hésiter vraiment à aller et venir. Il y a beaucoup de créateurs hyper intéressants sur Patreon, dans le monde du tricot évidemment, mais pas que. Et du coup, voilà, c'est un moyen de soutenir les créateurs, créatrices, que les gens, je voulais dire les gens créatifs, mais c'est pas très joli créatif, ouais.
On dirait un mauvais nom de salon de coiffure. C'est un pléonasme, un mauvais nom de salon de coiffure. Pardon si vous êtes coiffeur, mais vraiment faut arrêter les jeux de mots, hein, c'est pas possible. Je dis ça alors que je suis la première à faire des jeux de mots très douteux. Il y a beaucoup de gens à soutenir sur Patreon et généralement ça vous donne accès, enfin c'est un peu l'avantage de Patreon, c'est que l'intérêt c'est vous achetez quelque chose quand même. Moi je considère quand même que vous venez pas juste pour du soutien général, mais pour avoir un espace de discussion et où je peux vous proposer quelque chose de particulier et de différent de ce que je fais ici sur YouTube. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester un certain nombre de temps, au contraire. Un certain temps, au contraire. Voilà. C'est tout pour cette vidéo avec beaucoup de blabla, un peu trop. Merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve dans quelques semaines et je vous dis à bientôt. Salut! Je vais être fière de vous.